les Raptors donc, et je vous affiche, une fois n'est pas coutume, l'illustration signée Jordan, notre graphiste dédié pour ces previews. N'hésitez pas à aller le féliciter sur Twitter, bien sûr. Il est un petit peu en manque de remerciements de notre part, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour lui lâcher un petit shout-out avec Pascal Siakam, bien sûr. Une preview signée Benjamin qu'on salue bien évidemment. Je vais pouvoir l'afficher comme d'habitude ici. Je vais pouvoir vous l'envoyer aussi accessoirement dans le chat et sur la vidéo YouTube. Ce sera bien évidemment disponible dans la description avec toutes les ressources qu'on pourra partager. Vous avez l'habitude maintenant de ces previews. François, en tant que fan des Hawks, donc, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la saison dernière ? Globalement, rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de la saison dernière de ces Raptors, concurrents directs pour les places qualificatives en play-off et notamment ces places de play-in? Comment tu as vu cette équipe de Toronto? Eh bien, je pense déjà que quand on regarde leur bilan en fin de saison, on n'est pas étonné, mais quand on regarde comment la saison s'est passée de leur côté, avec notamment les problématiques qu'ils ont dû affronter, je suis assez surpris que le groupe est aussi bien tenu. C'est encore une fois la preuve que Nick Nurse voilà, a un petit peu de talent en tant que head coach d'une franchise. Et il y a ce petit côté où Toronto, autour de son groupe, de sa structure qui s'est construit en fait depuis le titre, est en fait devenu tellement stable que j'avais l'impression qu'on les attendait un petit peu quand même, sans avoir de hype. Peut-être ce demi-ventre mou, on va dire cette partie haute du ventre mou, c'est pas assez bon pour s'inviter sur un podium, assez bon pour accrocher les playoffs en évitant le play-in. Du coup, j'ai été relativement peu étonné en soi, même si on va pas se mentir, c'était peut-être pas l'équipe qu'on suivait le plus la saison dernière, mais c'est un peu la force tranquille, quoi. Tu faisais donc partie des gens assez clairvoyants pour le voir. Pour les autres, il y en a pas mal pour qui ça a quand même été une surprise, parce que peut-être un petit peu moins de spotlight, avec notamment un Siakam qui revenait de blessure, qui avait fait une saison précédente mitigée. Et donc, une saison quand même, on peut le dire, très encourageante. 5e de la Ligue, 48 victoires pour 34 défaites. Une équipe structurée autour de Siakam, bien évidemment, mais aussi de Fred VanVleet, parce que avec le départ de Kyle Lowry, je pense que ça a aussi pu, pour certains, faire baisser un petit peu les attentes sur l'équipe. Finalement, Fred VanVleet tenait extrêmement bien la baraque. D'ailleurs, lui qui est un meneur dans le moule, complètement Kyle Lowry-esque, si je puis m'exprimer ainsi. Deux trajectoires opposées néanmoins dans la saison sur les deux joueurs, puisque Fred VanVleet portait l'équipe dès le début de saison assez fort. En plus, il y avait l'absence de Siakam sur les premiers mois. Et puis finalement, au cours de la saison, on a vu que il a eu ces problèmes de blessures en fin de saison surtout, qui l'ont gêné, et notamment pendant les playoffs. Et ça va être une chose sur laquelle on va revenir de toute façon, la gestion peut-être de Fred VanVleet et de son temps de jeu, c'est peut-être une interrogation au cours de la saison à porter sur le devant de la scène. Pascal Siakam, lui, c'était l'inverse, puisque après sa blessure, il revenait tout doucement, et puis finalement, il a explosé, joué parfaitement. Une des meilleures saisons peut-être de Pascal Siakam, je ne sais pas ce que tu en penses, François. Un two-way, bien évidemment, un joueur two-way player, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement, et qui a confirmé toutes les choses qu'on avait pu entrevoir de lui à l'initiation collective au niveau du playmaking, etc. Et donc, qui était très intéressante. Mais surtout, la saison passée, ça a été la grande storyline du côté des Raptors. Ça a été la satisfaction, Scottie Barnes. Le rookie Scottie Barnes qui défensivement était très solide. Et François me faisait remarquer, et je te fais la passe au alley-oop, comme ta pépé le suggère, un joueur qui, on peut le dire du coup, vas-y, tu peux me faire la vanne que tu me faisais juste avant le live. Alors non, c'est pas une blague, c'est une blague que je remarquais dans ton
comment on appelle ça, Conducteur, dans ton script, on va dire, dans ton c'est ça. conducteur, voilà. C'est vrai que il est totalement dans le moule fric, en fait, le moule fric qui est développé par Toronto à base de 6ix9ine. Il est totalement là-dedans et très très bonne sélection. Ça fit totalement le, euh, le, Le comment profil le profil de athlétique. moule fric. Voilà. Voilà, le profil de Moulfric. Voilà, ça, celle-là, Guillaume, c'est pour toi. J'espère que tu sauras la reconnaître à sa juste valeur. Je n'ai même pas fait exprès en écrivant mon autoconducteur et c'est François qui me le faisait noter que c'était vraiment un jeu de mots parfait et qui te plairait. Donc voilà, c'est fait. Scottie Barnes, du coup, vraie présence dans le scoring. On l'attendait bien évidemment défensivement et il n'a pas déçu. Mais l'intérêt aussi, ça a été de voir qu'au niveau du scoring et aussi dans l'initiation collective, ça a été une très bonne surprise pour finalement un Rookie of the Year mérité. Est-ce que tu l'avais lequel rookie au niveau rookie de l'année tu préférais, François? Est-ce que tu étais partant Scottie Barnes ou tu avais d'autres préférences? Alors, moi personnellement, j'étais. C'est la première année que ça me fait ça, où j'étais pour un petit peu un Coroy, mais entre lui et Mobley. Mais si je devais faire le cut, personnellement, je l'aurais donné à Mobley, puisque l'impact défensif, le joueur qui aurait quasiment pu faire une team Duncan et s'inviter dès sa saison rookie dans une équipe all défensive, Ouais. un joueur qui a montré des qualités dingues en défense, en protection d'arceau, en défense en périmètre pour son gabarit. Euh, Barnes s'en montre aussi, mais ce côté influent, dans le sens où il y a ce côté vraiment chez Mobley très pieuvre dans l'influence défensive que Ouais. Barnes a plus sur Switch en individuel. Et C'est sûr. j'aurais plus valorisé ça là-dessus défensivement. Et de toute façon, les deux ont fait des très très bonnes saisons. Je pense par contre que ce qui a manqué à Mobley, du coup, c'est peut-être ses blessures en fin de saison, sa blessure en fin de saison qui fait qu'en fait, il a laissé peut-être un arrière-goût un petit peu plus amer, qui a peut-être, je sais pas plu aux votants. Effectivement, effectivement. Et de toute façon, et c'est ça surtout l'essentiel, une course au Rookie of the Year de l'année passée qui était extrêmement intéressante avec bien évidemment le troisième rookie dans la course, c'était Cade Cunningham. Et c'était vraiment super d'avoir trois rookies aussi forts. On espère une cuvée de draft cette année à cette même hauteur parce que c'était génial à suivre. Et des rookies comme ça, bah, on en souhaite bien sûr tous les ans. Une bonne saison globale du coup de ces Raptors qui s'invitaient du coup en playoff sans passer par le play-in. Grosse réussite à ce niveau-là. Et qui donc faisait face à Philly au premier tour. Bien sûr, on en a parlé un petit peu et je ne résiste pas à vous renvoyer la vidéo qu'on a faite par rapport à ça, par rapport à ce premier tour de playoff spécifiquement. Où je m'exerçais, première vidéo où je m'exerçais un peu à imiter Kevin O'Connor. Donc je vous renvoie vers cette vidéo, bien sûr. Un bon premier tour de playoff. Quelques petits ajustements, moi, de Nick Nurse que j'ai trouvé un petit peu en retard, que j'aurais aimé voir un petit peu plus tôt dans la série. Malgré tout, de belles choses. Et surtout, un arrêt 4-2, une défaite 4-2 au final. Avec en cause surtout un plafond assez facile à entreapercevoir déjà avant la série au niveau de l'initiation collective et du shoot. On savait que c'était les deux grosses limites de l'effectif et effectivement elles ont eu lieu en playoff. C'est pas grave, ça n'empêche la réussite de la saison pour Toronto qui avec un groupe assez jeune et le retour de Siakam finalement s'incrustait en playoff de la plus belle des manières et on peut le dire du coup une réussite globale. On va faire comme d'habitude un petit point sur le roadster, histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé cette intersaison. Vous allez le voir, une intersaison assez calme. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail du jeu, dans le détail de ce qu'on trouve intéressant et de ce que Benjamin, dans sa preview, a pu soulever comme point d'intérêt. Le roster, donc, au poste de meneur, on a bien évidemment Fred VanVleet, pardon. On a également Jeff Doughtin, on a Delano Banton, Malachi Flynn. Au poste d'arrière, Gary Trent Jr., Ron Harper Jr., bien évidemment, l'ancien joueur des Bulls a 50 ans maintenant, et il ne jouait pas du tout au poste d'arrière. Au poste d'ailier, Scottie Barnes, OJ Anunoby, Otto Porter Jr., Justin Champagny, Josh Jackson, Gaby Brown. Au poste d'ailier fort, Pascal Siakam, Tadeusz Young, Juancho, Hernan Gomez, DJ Wilson. Au poste de pivot, Precious Achiuwa, Chris Boucher, Kem Birch et Christian
coloco. Alors, des postes, bien évidemment, on le voit, certains pourraient parler des postes de pivot, où en réalité ça joue également poste 4, et inversement des postes 4 qui jouent bien sûr pivot. C'est aussi ça, et tu en parlais tout à l'heure François avec ce profil de 6-9, énormément de joueurs finalement plus ailiers qu'intérieurs et qui peuvent switcher dans toutes les situations. C'est la marque de fabrique des Raptors, c'est leur identité, ce qui fait aussi leur plancher défensif extrêmement élevé. Il y a eu 2 parties de saison la saison passée, ils ont terminé dans le top 10 des défenses bien évidemment à la fin de saison. Néanmoins, il y avait vraiment la première partie de saison où ils ont mis du temps à se mettre en place et où ils étaient plus aux alentours des 12-15e, enfin il me semble quelque chose comme ça, et surtout la seconde partie de saison après l'All-Star Game où ils ont été carrément 5e défense du pays. Donc bien évidemment ça restera. Peu de changements, vous l'avez vu, peu d'arrivées, peu de départs. On peut notifier 2 arrivées à la marge qui restent intéressantes. Otto Porter Jr., qui après son titre de champion à Golden State, finalement décidait de signer pour les Raptors. Je sais que sa femme vient de Toronto notamment et ça a joué dans la décision. Et puis à côté de ça, malheureusement, j'ai envie de dire pour nous, Juancho Hernán-Gómez qui va essayer de relancer sa carrière NBA après un Eurobasket très chaud, surtout une finale où on a subi le coup de chaud de Juancho à 3 points bien évidemment. Est-ce qu'il pourra faire sa place? Rien n'est moins sûr. Il dénote un petit peu dans les profils d'ailiers défensifs qui sont présents normalement habituellement dans ces spots-là. Néanmoins, il apportera potentiellement du shoot. On sait que par touche, ça peut être quelque chose qui manque à ces Raptors, donc pourquoi pas. À côté de ça, 2 prolongations, celle de Thaddeus Young et Chris Boucher, qui donc signent pour quelques années et restent dans le roster la saison passée. La création offensive, globalement, c'est un des plafonds dont on parlait tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles l'équipe a pu plafonner en playoff. C'est une des choses sur laquelle on faisait un focus, sur Benjamin faisait un focus dans la preview écrite. N'hésitez pas à les lire pour un petit peu plus, bien évidemment, de précision et d'exhaustivité, comme je le dis toujours. C'est quelque chose, du coup, qui est limité chez ces Raptors, qui sont portés par, du coup, 2 créateurs en premier lieu, Fred VanVleet, Pascal Siakam. On peut dire que ce sont bien sûr les 2 instigateurs du jeu de ces Toronto Raptors. Et 2 instigateurs du coup du jeu, on peut le dire, qui ne sont pas des créateurs d'élite, pas des créateurs primaires, qui ont surtout des profils scoring first, qui donc réussissent à gérer cette équipe correctement. Mais il y a quand même toujours ce besoin d'un playmaker first qui est toujours présent avec les années, et cette année ne fait pas exception à la règle. À défaut, peut-être, finalement, de trouver un playmaker first et un playmaker elite, c'est forcément des choses, un profil plutôt rare dans la ligue et qui se monnaie cher, du coup, sur le marché des transferts et le marché des joueurs. On a peut-être dans l'idée, au moins, de réussir à trouver un joueur qui puisse suppléer pour faire souffler Fred VanVleet. On a vu Fred VanVleet qui jouait énormément la saison passée, tout comme Pascal Siakam d'ailleurs. Ça faisait partie des joueurs qui, sur le cumul de la saison, ont un total de minutes les plus élevés, tout en manquant une quinzaine de matchs chacun. C'est vous dire à quel point il y avait quand même un besoin permanent de ces 2 joueurs dans l'effectif pour pouvoir faire un petit peu tourner justement l'équipe. C'est aussi une équipe qui jouait énormément en isolation, avec peu de passes décisives et un nombre de passes décisives limité au sein de la ligue. Je crois qu'il faisait partie des derniers du classement. Au moins, en tout cas, trouver un supplément pour faire souffler un petit peu Fred VanVleet. On pense notamment aux jeunes joueurs, à Malachi Flynn et à Banton, qui peuvent potentiellement step up, en tout cas qui devraient être mis en situation pour step up, pour au moins faire un peu baisser le temps de jeu de Fred VanVleet. D'ailleurs, c'est une des choses dont Nick Nurse parlait. Et François, sur tout l'aspect création offensive, avant de revenir sur aussi potentiellement l'apport de Scottie Barnes dans ce domaine, on va en reparler. Tu me disais juste avant le live, attirer aussi l'attention sur le fait que tout ça est aussi viable parce que Nick Nurse, en termes de coaching, apporte sa patte.
C'est ça, dans le sens où, l'effectif de Toronto n'a pas été construit autour d'un joueur star, on va le dire, un joueur star très fort avec le ballon que tu vas essayer de maximiser en apportant du spacing autour, en faisant en sorte que le seul non-shooter de l'équipe, sur le terrain vienne lui poser des écrans pour lui permettre de créer des décalages. Ça, c'est pas du tout on va dire l'architecture qu'a décidé de prendre Masai Ujiri. Actuellement, là, ce qu'on voit dans ce Toronto, c'est une réelle équipe. Une équipe qui joue, entre guillemets, à 5 sur le terrain, avec un ballon qui bouge ou du mouvement off-ball, avec, bah, du coup, en fait, un réel atout via le coaching, via l'organisation tactique qu'a cette équipe. Le fait de ne pas avoir justement ce créateur principal qui peut être un système à lui tout seul n'est pas nécessairement un problème. Tout ça, c'est en fait la résultante d'avoir un bon coaching et d'avoir Nick Nurse qui est présent. Et en parallèle de ça, on peut peut-être citer le fait que, au-delà de Van Vliet ou de Gary Trent Jr., ou parfois, selon les soirs, de Precious Achiuwa, il n'y a pas nécessairement un sniper qui va permettre de vraiment écarter le terrain. Tu as des joueurs comme du Siakam ou du Scotty Barnes qui sont pas nécessairement des shooters à 3 points c'est des shooters d'opportunité qui vont prendre leur shoot dans le corner, mais qui vont pas nécessairement réellement spacer et apporter de la gravité par le fait qu'ils soient au large. Mais tout ça, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu, voilà, t'en as pas nécessairement besoin. Le fait que ton ballon bouge et que t'as pas envie d'avoir 3 joueurs figés et 2 en mouvement qui font le play, mais qu'en fait tout le monde est plus ou moins inclus dans le play, le spacing en fait devient une donnée annexe qui va pas nécessairement poser trop de problèmes à cet effectif des Raptors, qui n'est pas nécessairement très bien fourni à 3 points. J'ai regardé, ils étaient dans la moyenne basse des équipes à 3 points l'année dernière, et vu qu'il y a très peu de changements, c'est aussi ce qu'on peut attendre cette saison. Mais tout ça, en fait, c'est un petit peu des fausses problématiques, parce que ce problème de création offensive et de spacing est contrebalancé par le fait que c'est une équipe qui joue bien, qui joue juste un basket juste, qui n'a pas besoin d'avoir un arsenal ultra renforcé avec des talents générationnels pour réussir à produire du beau basket. Avec bien sûr, et on l'a déjà dit, une assise défensive assez énorme qui permet du coup de, malgré une offense moyenne, mais qui n'est pas du coup justement 30e de la ligue, etc., qui reste dans une moyenne, grâce à l'assise défensive, permettre justement à ce que l'équipe, en termes de net rating, en termes de performance, soit plus que viable. C'est aussi une assise défensive qui permet de jouer la transition, énormément de transitions dans cette équipe, avec, on l'a dit, des profils d'ailiers très mobiles, très puissants, et donc qui peuvent aussi prendre les rebonds, s'imposer aux rebonds, et ensuite repartir très vite en contre-attaque. Et c'est le cas notamment d'un ailier, bien évidemment, dont on a déjà un petit peu parlé, mais sur lequel on va revenir, Scotty Barnes, qui a montré des choses en termes de playmaking notamment, et c'est ce qu'on se disait avant de faire cette preview, ça va être aussi potentiellement une nouvelle arme de création offensive sur demi-terrain pour Nick Nurse. Je ne résiste pas, bien évidemment, et je vous envoie dans le chat la vidéo, ainsi que dans la description YouTube, bien sûr, et en vidéo derrière nous, pendant qu'on va pouvoir en parler, la vidéo signée Ben Taylor, bien sûr, sur le rookie, Ben Taylor que je ne présente plus, bien sûr, et qui a fait toute une vidéo pour parler un petit peu des forces de Scotty Barnes, et notamment de son playmaking, certainement un petit peu sous-estimé, je trouve, et qui montrait vraiment des flashs très intéressants à la création collective, des flashs pour l'instant, parce que c'est vrai que on voit beaucoup ses capacités de passe en transition, notamment, mais également aussi sur des décalages, sur le jeu, un petit peu comme tu l'expliquais, hein, François, dans le jeu, etc. On a un joueur intelligent et donc qui s'adapte bien avec ce système de Nick Nurse qui va démultiplier les décalages, etc. À côté de ça, on n'a pas encore vu Scotty Barnes vraiment responsabilisé en tant qu'initiateur peut-être
dribble balle en main sur peut-être du pick and roll ou des choses comme ça, avec vraiment l'initiation en main. On l'a entreaperçu un tout petit peu pendant les playoffs face aux Sixers. J'étais très content de le voir. Et c'était en plus parfois la seule chose qui pouvait fonctionner chez ces Raptors qui galéraient un petit peu autrement. Je vais passer un petit peu plus loin dans la vidéo pour vous montrer peut-être des highlights, un petit peu plus de playmaking. C'est pas pour autant que ça marchera. C'est une piste à explorer bien sûr pour Nick Nurse et les Raptors. Il a encore des progrès à faire, Scottie Barnes, là-dessus. Néanmoins, sa vision du jeu et son QI font que c'est une évolution qu'on peut imaginer, entreapercevoir, qu'on espère voir dans cette saison. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui pourraient l'aider là-dedans. Je sais qu'en termes de dribble, son handle, son dribble, il y a encore des choses à améliorer de ce côté-là du terrain pour le rookie et pour pouvoir profiter potentiellement d'une certaine initiation. Je pense notamment sur pick and roll où il va falloir qu'il soit un petit peu plus précis sur le dribble pour pouvoir réellement apporter du danger d'un côté et rebalancer de l'autre. Et puis bien évidemment il y a le shoot extérieur alors qu'on accueille bien sûr Leonardo Sporting, bienvenue à toi, bienvenue, merci à ton follow, n'hésite pas dans le 5 à nous faire part de tes commentaires. Le shoot extérieur, que ce soit mi-distance mais surtout bien évidemment à 3 points pour s'ouvrir réellement tout le terrain, c'est un petit peu également le point de progression de Pascal Siakam, on le sait, qui a progressé la saison passée, qui était dans les 30-31% il me semble avant la saison passée et arrivait aux 34-35%, donc mine de rien à peu près à la moyenne petit à petit sur à peu près 4 tentatives. On souhaite la même progression à Scottie Barnes qui reste dans les 30% à l'heure actuelle pour pouvoir ouvrir son shoot et pour pouvoir surtout à terme je pense jouer, qu'ils puissent jouer tous les deux parce que c'est vrai que leur profil peut être un petit peu similaire et donc du coup peut se faire souffrir quand même l'équipe en termes de playmaking, de spacing. Pardon. Voilà un petit peu pour la progression potentielle de Scottie Barnes et cet aspect playmaking, ce plafond au playmaking qui devrait pouvoir encore se travailler via des progressions internes. Donc on a parlé des jeunes Banton et Malachi Flynn, mais aussi surtout moi je pense de Scottie Barnes et malgré tout on reste sur les mêmes bases que la saison passée. Après ça reste une équipe dont les fondations sont solides, dont l'identité défensive est solide et ça ce qui est bien c'est que ça permet d'être assez serein sur la possibilité pour l'équipe de réitérer ce qu'elle a pu faire la saison dernière. François, tu voulais terminer aussi en parlant peut-être un petit peu du payroll et de certaines extensions potentielles à venir ou des choses à regarder en termes de contrat, de salaire. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup fait jusqu'à maintenant à tort. Et tu as raison de le faire là pour ces Toronto Raptors parce qu'il y a une chose intéressante à noter au niveau de leur roster pendant que je vous envoie le payroll de l'équipe sur Basketball Référence dans le chat, bien évidemment, et je vous l'affiche à l'écran. Vas-y François, je te lance là-dessus, je sais que tu voulais un petit peu en parler. Il y a un adage qui dit qu'en NBA, le long terme, c'est 2-3 ans. Et pour le coup, les Raptors, eux aussi, le long terme, ils l'entrevoient pas trop. Parce que sur le payroll, on voit que la plupart de leurs contrats sont sur 2 années, à part, Scottie Barnes, globalement, Chris Boucher et Anunoby. Et ce qui va être intéressant, c'est que potentiellement, ça va être la dernière année sous contrat de Fred VanVleet et de Gary Trent Jr. Alors Gary Trent Jr., vu le tarot qu'il prend avec son côté très shooter, pas nécessairement un très très bon joueur de complément si ce n'est plus, mais je pense que 18 millions c'est plus ou moins le tarot qu'il trouverait autre part. À voir alors juste pour Gary Trent, à voir si l'extension de Tyler Hero ne lui a pas donné de mauvaises idées. Je ne compare pas les deux joueurs, je dis juste que du coup, il pourrait lui prétendre, enfin se croire capable de prétendre à plus. Il y a juste ce petit historique-là où peut-être que du coup, ça l'inviterait lui à tester le marché. Mais voilà, c'est une parenthèse, je te laisse continuer. Mais pour le coup, il y a Fred VanVleet aussi qui se retrouve en dernière année de contrat avec ensuite une player option autour des 23 millions. Je pense que déjà, c'est un joueur qui vient de fêter sa première sélection All-Star.
Il me semble que ça avait fait il s'était rajouté à une liste des joueurs, que je dise pas de bêtises, undrafted, il me semble qu'il y avait quelque chose de remarquable avec le fait qu'il ait été All-Star l'an dernier. Mais enfin bref, c'est un meneur All-Star qui ne touche que 22 millions à l'année, qui va se retrouver possiblement à vouloir davantage, et qui, je pense, actuellement, est gentiment en train de toquer à la porte de Masai Ujiri pour en fait lui poser la question de... C'est un joueur qui est made in Toronto. Depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est l'équipe qui l'a lancé, c'en est devenu un des lieutenants. Maintenant, quelles sont ses ambitions? On sait qu'à un certain moment, ça parlait, lui, à New York notamment. Bon, maintenant, ils ont pris Jalen Brunson, les choses ont changé. Mais voilà, il vient de fêter sa première sélection All-Star. Faudra voir comment se passe sa saison et comment se décide son avenir au Canada. D'autant plus qu'on parlait de ce manque de création collective, étant donné que c'est un des seuls joueurs de l'effectif qui peut amener cet apport-là, il aura des arguments à faire pencher dans la balance pour re-signer, mais re-signer à un prix plus élevé chez ces Raptors. Après, tu le disais très bien, François, en parlant de New York, qui le demandait avant la signature de Jalen Brunson. À voir aussi quelle équipe serait prête potentiellement à vouloir de lui à l'extérieur, et s'il y a une demande vis-à-vis de son profil à l'extérieur. Je pense que des équipes comme ça peut se trouver, hein, surtout dans les parties du tableau qu'on a déjà fait derrière nous en termes de preview. Comme les Knicks. Des équipes, voilà. Ou les Knicks. Bon, alors les Knicks, ça ferait beaucoup, mais ils sont capables de tout. Dire Jalen Brunson, ça ne nous suffit pas, on en veut un deuxième pareil. ils étaient bien sur Donovan Mitchell à un moment. Après, c'est intéressant, Jalen Brunson et Fred VanVleet, parce que même si c'est deux meneurs de petite taille, il y en a un qui est quand même beaucoup plus porté sur le drive et l'autre beaucoup plus sur le shoot. Donc c'est rigolo, c'est un peu les deux faces d'une même pièce ou d'un même profil. Et l'un qui a déjà pas mal montré en défense aussi. Oui, effectivement, c'est vrai que du côté défensif, ça donne un petit peu plus de réassurance du côté de Fred VanVleet. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu fait le tour de ces Raptors? Est-ce que dans le chat, il y aurait des fans des Raptors qui souhaiteraient ajouter quelque chose, ou alors même des non-fans des Raptors qui voudraient soulever des points qu'on n'aurait pas forcément retenus? On sait qu'il y a eu 2-3 follow là pendant qu'on parlait de cette équipe de Toronto du Canada, qu'on remercie d'ailleurs. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat si vous auriez des choses à dire, si vous aviez des choses à dire. François, est-ce que tu as un dernier mot sur ces Raptors? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'on passe tout de suite à la suite? Personnellement, j'ai pas l'impression qu'on ait oublié grand-chose. Juste rappeler quelque chose. On est peut-être face à l'année sophomore d'un joueur qui deviendra un des grands noms de la franchise dans l'avenir. Et je pense que tous les fans de Toronto n'attendent que ça, mais je pense que ça serait quand même bien que des fans en dehors du Air Canada Center se disent on va garder un œil sur un Roy, parce que j'ai l'impression qu'en fait on a très vite un petit peu enterré le Roy derrière Mobley, puisque Mobley du côté des Cavs a reçu, voilà, peut-être que les Cavs ont fait une meilleure intersaison, mais il n'empêche que Scottie Barnes et le Roy, est-ce que Scottie Barnes va peut-être avoir des upsides assez dingues l'an prochain, qu'il va falloir suivre ça de très près. Je suis tout à fait d'accord, on ne peut plus d'accord avec toi. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, pour l'aspect playmaking en plus sous-jacent qui peut affleurer et dont j'attends beaucoup cette année. Donc j'appliquerai ton conseil et je suivrai attentivement cette saison de Scottie Barnes et de ses Raptors. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, à venir nous voir en live pour discuter avec nous dans le chat et réagir pour votre équipe préférée, bien sûr. Les liens sont dans la description de cette rediffusion. Pareil pour toutes les ressources, vous avez tout dans la description. Nous, on s'arrête là-dessus sur cette preview des Raptors.